Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce débat du 12-15, nous poursuivons notre dossier santé de la semaine et aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé de proximité. Quelle offre de soins de proximité? C'est notre thème du jour et pour en parler, je reçois Madame Elvire Pierrette Mundom, épouse Moutété. Elle est ingénieure pour les questions de population, de développement et de santé. Elle est également directrice générale adjointe des établissements et prestations de santé. Madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Juste à côté d'elle, nous avons le docteur Bernard Bitegueile, médecin-chef du Centre de santé de London. Monsieur, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Docteur, je me tourne tout de suite vers vous pour savoir qu'est-ce qu'on entend par centre de santé de proximité. S'agit-il des dispensaires, des PMI et qu'est-ce qui les différencie des grands centres hospitaliers? Alors, merci pour la question. Les centres de santé de proximité sont des centres qui offrent des soins de santé aux proches des populations, en fait, dans les arrondissements, dans les quartiers, en province, dans les districts. Hein. Donc, c'est ce type de structure qu'on appelle structure de proximité, ainsi que les cases de santé et les dispensaires dans certains départements de notre pays. Pouvez-vous nous faire peut-être une cartographie un peu plus élaborée? Ce serait possible? Une cartographie plus élaborée des centres de santé qu'il y a un peu sur l'ensemble du territoire. Bon, dans l'arrière-pays, puisque j'ai travaillé dans l'arrière-pays, dans beaucoup de provinces, on a souvent les centres de santé urbains dans les capitales provinciales et des centres de santé en fonction des arrondissements et des quartiers. Bon, je ne peux parler que de ce que je connais. J'ai travaillé à Makokou, par exemple. On avait le centre de santé urbain qui était dans la ville, en plus du centre hospitalier régional qui était aussi dans la ville. C'était le seul centre de santé qu'il y avait dans le département. Maintenant, dans les départements, il y avait des centres de santé, par exemple, comme le centre de santé de Batouala, qui était dans certains villages, qui étaient aussi des centres de santé qui étaient mis à la disposition des populations. À Kango, bon, c'est dans un autre endroit où j'ai exercé, il y a un seul centre de santé qui était disponible et de nombreux dispensaires de cas de santé qui étaient dispersés dans les différents villages et dans les différents villages du département. Alors, Madame Elvire Pierrette Mundom, voilà, le docteur vient de nous faire un tout petit peu, comme ça, de façon ramassée, une cartographie de ces différents centres de santé qu'on peut retrouver dans les centres urbains à l'intérieur du pays et voir dans les départements. Quelle différence fait-on avec les grands centres hospitaliers? Quels sont les types de pathologies qui peuvent être soignées dans ces différents centres de santé? Alors, avec votre permission, j'aimerais d'abord dire dans un premier temps que dans notre pays, nous avons une pyramide sanitaire à 3 niveaux. Alors, nous avons le niveau primaire, qu'on appelle également le niveau périphérique, où on enregistre, qui est composé des centres de santé, des centres de santé, je veux dire, des centres de santé, comme le docteur le disait tantôt. Nous avons les centres de santé urbains, oui. Nous avons les centres de santé de district, nous avons également les dispensaires, mais aussi les cases de santé et en complément, nous avons les hôpitaux d'arrondissement. Et le deuxième niveau, c'est le niveau intermédiaire. Il est constitué des centres hospitaliers régionaux. Et tout au sommet de la pyramide, nous avons ce qu'on appelle communément les CHU, c'est-à-dire les centres hospitaliers universitaires, ainsi que les hôpitaux spécialisés. Très souvent, ce sont ces hôpitaux, c'est ce dernier niveau, c'est-à-dire le niveau tertiaire, qui est habilité à prendre en charge, on va dire, les gros cas, les cas compliqués, les situations sanitaires qui sont très complexes. Voilà. Mais madame, ces situations sanitaires qui sont très complexes, on peut les rencontrer aussi dans des régions reculées. Est-ce à dire que ces centres de santé de proximité ne peuvent pas forcément les prendre en charge?
Bien entendu, ces centres de santé, en fait, je n'avais pas terminé. Je vais compléter en disant qu'en fait, vous voyez, je vous ai donné la structuration de notre pyramide sanitaire. Et à chaque niveau, il y a ce qu'on appelle le paquet essentiel des services d'activité, des services de santé. De manière pratico-pratique, je suis dans un centre de proximité. Nous avons au niveau du ministère de la Santé un certain nombre de documents d'orientation, des documents stratégiques, des normes et des plans de développement de santé. Donc, si nous sommes dans un centre de santé de type urbain, on va le dire comme ça, alors il y a un paquet essentiel des services de santé qui est bien défini. Il y a des services de médecine générale où on peut soigner des pathologies, on va dire bénignes, qui ne demandent pas une grosse intervention. Mais en même temps, puisque ce sont des structures périphériques, ce sont des structures de proximité, le réflexe que les populations ont ou devraient avoir, c'est de s'orienter d'abord dans ces structures. Et maintenant, le personnel médical qui exerce peut, au regard, après consultation, après examen, ce serait au personnel médical, au personnel soignant de voir si ce cas peut être pris en charge in situ, c'est-à-dire dans la structure. Dans la structure ou bien peut être évacué dans les centres. Peut être référé dans une structure de niveau supérieur pour une meilleure prise en charge. Pour une meilleure prise en charge. Voilà. Docteur, justement, vous qui avez cette grande expérience pratique, vous avez exercé dans ces différents centres de santé de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, ces différents centres de santé sont pourvus de toutes les modalités nécessaires pour une prise en charge immédiate? Bon, objectivement, je dirais non. Comme elle le disait, ces structures sont définies en fonction du plateau technique existant, le personnel y soignant et le paquet minimum d'activités dont ces structures bénéficient pour prendre en charge correctement les patients. Dans les structures de proximité, il y a un paquet minimum qui a été prédéfini, comme elle le dit, par la hiérarchie. Il consiste en des consultations médicales, des consultations de gynéco et d'obstétrique par les sages-femmes. Il y a les consultations de médecine générale, les consultations de pédiatrie. Il y a les activités de prévention de la santé, à savoir la vaccination. Et il y a tout ce qui est promotion de la santé, à savoir les éducations des patients venant dans ces structures-là. Et il y a certaines structures, certaines choses aussi qu'on ne peut pas pratiquer, qu'on ne peut pas faire dans ces structures-là. Par exemple, tout ce qui est chirurgical, tout ce qui est système d'urgence. Et la particularité, la différence avec les autres, c'est qu'on n'hospitalise pas. Donc on peut faire des hospitalisations de jour et ensuite le patient soit suit son traitement à domicile, soit on le fait revenir régulièrement dans le centre pour pouvoir poursuivre la prise en charge. Alors docteur, qu'est-ce qui explique que les usagers préfèrent encore se rendre en priorité dans les grands hôpitaux au détriment des centres de santé de proximité? Est-ce que c'est justement le fait qu'ils soient un peu limités dans leurs équipements en matière de plateau technique, ou bien c'est une question de mentalité parce que, comme disait Madame tout à l'heure, ils devraient d'abord se référer à ces structures en priorité avant d'aller dans les plus grandes surfaces, ou bien leur limitation fait en sorte que les populations se dirigent prioritairement vers les grands centres de santé? Bon, vous savez que les consultations, elles sont hiérarchisées. La plupart des patients qui viennent, ça dépend de la pathologie qu'ils présentent à l'entrée dans la structure. Si un patient vient et qu'il a un problème chirurgical, par exemple, il ne va pas se diriger vers une structure de proximité, il ira vers une structure de niveau supérieur. Si il a un problème d'urgence, on ne pourra pas le gérer dans ces structures de proximité, donc forcément, il va se mouvoir dans les structures de niveau supérieur. Cependant, les patients arrivent en grand nombre dans nos structures parce que, quand même, au niveau de la prise en charge, elle est plus rapide. Puisqu'ils habitent à côté, ils sont pris rapidement en charge, on peut faire rapidement le diagnostic. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pose le diagnostic et, comme le cas est grave, on le réfère au niveau supérieur. C'est vrai, il y a un problème de plateau technique aussi, qui fait en sorte qu'on ne peut pas absorber la majorité des populations qui viennent nous voir. Donc, à ce niveau, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un effort justement pour le matériel, puisque, comme elle le disait, l'offre de soins englobe à la fois les ressources humaines,
les ressources matérielles, logistiques et financières. Donc c'est tout cet ensemble qui fait l'offre de soins que l'État offre justement aux populations pour qu'elles soient prises correctement en charge. Alors, Madame, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des hôpitaux d'arrondissement. Y en a-t-il en quantité suffisante aujourd'hui? Oui, si nous nous mettons au niveau de la région Libreville, au vin d'eau à Kanda, qui regorge, on va dire, qui a le bassin démographique le plus important au niveau du pays, nous pouvons adjoindre, c'est vrai. Nous avons l'hôpital d'arrondissement qui va bientôt être inauguré, l'hôpital d'arrondissement de la Pairie, auparavant qui était un centre de santé. Mais en même temps, lorsque nous parlons d'hôpital d'arrondissement, il faut faire une lecture. Nous ne cesserons de revenir sur ce thème, c'est-à-dire les hôpitaux de proximité. L'hôpital d'arrondissement, nous avons également les hôpitaux, il faudrait les déverser dans on va dire le même package, les hôpitaux de coopération. L'hôpital qu'on appelle communément l'hôpital égypto, l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise. Il y a aussi l'hôpital chinois. Exactement. L'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Ce sont des hôpitaux communautaires, c'est des hôpitaux de proximité parce que ces hôpitaux sont proches des lieux d'habitation, des quartiers, des arrondissements, des populations. Ce sont des structures qui sont là pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée aux populations devant leur situation sanitaire. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça pourrait servir de modèle pour la mise en œuvre des hôpitaux d'arrondissement? Effectivement, parce que lorsque nous regardons, vous parlez de l'hôpital d'arrondissement avec les autres hôpitaux, il y a quand même une différence. Pour ce qui est de cet hôpital qui va bientôt bénéficier de son inauguration, j'entends par là l'hôpital de la Pairie, l'hôpital d'arrondissement de la Pairie. Cet hôpital a cette particularité, c'est qu'il va pouvoir permettre de désengorger les CHU, c'est-à-dire les hôpitaux du niveau tertiaire. Parce que cet hôpital est pourvu d'un plateau technique, d'un bloc d'accouchement, vous voyez, d'un bloc opératoire. Donc, les cas chirurgicaux seront pris en charge dans cette structure. Et alors, ça va amoindrir un certain nombre de cas de référence, aussi bien au centre hospitalier universitaire de Libreville ou au CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebory ou encore au CHU, au centre hospitalier universitaire au Vin d'eau. Docteur, on le sait, hein, la santé des populations est une préoccupation majeure pour les autorités et d'ailleurs récemment, le président a mis à la disposition du ministère un certain nombre d'équipements à destination donc, des centres de santé à l'intérieur du pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour les grands centres urbains et notamment Libreville, c'est véritablement le modèle sur lequel il faudra s'appuyer, celui des hôpitaux d'arrondissement? Oui, je pense que, d'après moi, la finalité doit être d'arriver justement à ces hôpitaux d'arrondissement, pour qu'on puisse prendre en charge correctement les populations dans tous les domaines de la santé. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'afflux, par exemple, des patients dans les centres de santé de proximité? La directrice, il y a un problème d'engorgement au niveau des grandes structures. D'engorgement et la prise en charge, parce que, bon, nous avons travaillé aussi longtemps dans les services d'urgence, à un moment on est débordé. Et l'ouverture des hôpitaux départementaux, d'arrondissement, fera en sorte que les grandes structures soient un peu désengorgées et ça va améliorer la prise en charge des patients. Mais docteur, dans les grandes surfaces, dans les grands centres hospitaliers, il y a un problème d'engorgement. Or, dans les centres de santé de proximité, on le voit bien, ce sont des centres de santé qui sont modestes et qui ne sont pas forcément dépourvus de tous les éléments nécessaires pour accueillir aussi tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en nombre de structures? Le problème en nombre de structures, il existe réellement, mais le problème, c'est plutôt l'exiguïté des structures, surtout dans le Grand Libreville. La plupart des structures de proximité, les centres de santé que nous avons, sont exigus. Beaucoup, par exemple, vous voyez le centre de Lalala, c'est vraiment exigu. Si ce serait possible
désenclaver pour essayer de trouver un endroit ailleurs où on pourrait l'installer pour augmenter la capacité de prise en charge de ces structures. Par exemple, moi, à London, nous avons l'avantage d'avoir une structure exiguë et vieillissante, mais nous avons l'avantage d'avoir encore de l'espace, où tout le monde gare là dans le parking. Ce serait un endroit idéal pour faire par exemple un bâtiment R+1 pour améliorer la qualité de service, la qualité d'offre de soins et une meilleure prise en charge des patients qui pourraient arriver à ce niveau-là, au niveau de ce centre-là. Madame la directrice, c'est véritablement ça la solution aujourd'hui, arriver à défaut d'avoir de multiplier les structures, mais peut-être étendre ces centres de santé pour les faire passer de centres de santé à hôpitaux d'arrondissement? Mais justement, nous sommes dans cette approche. Nous sommes dans cette approche à ce que les centres de santé soient mués en hôpitaux d'arrondissement. Justement, toujours dans l'optique de pouvoir désengorger les structures du niveau tertiaire. Et j'ai envie de dire que les plus hautes autorités de la République initient des actions concrètes dans ce sens. Telles que je vais vous emmener après au vin d'eau. Vous avez déjà parlé de l'hôpital de la Pérée, voilà, qui va être il y a des structures hospitalières, notamment un centre de santé qui était là au départ, mais qui est en train d'être mué en centre de santé. C'est un grand pas déjà. Partir parce que ça va augmenter, comme le médecin le disait, comme je le disais également, en fait, la norme en matière d'activité, aussi bien curative que préventive et promotionnelle, va être diversifiée. Au regard du bassin démographique, le poids de la population qui est dans les zones reculées, on va dire après, dans la commune d'Ovendo, c'est une zone qu'on appelle communément le village Bakota. Vous voyez un peu dans cet arrondissement. Il n'y avait pas de structure. Oui. Mais depuis l'année dernière, il y a des actions qui sont menées au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir doter cette aire géographique d'une structure qui pourra répondre aux besoins des populations, de tous les groupes de population. Véritablement rapprocher les soins de santé des populations. Est-ce que ce sont les mêmes problématiques qui sont rencontrées à l'intérieur du pays? Oui, on va dire, c'est identique, sauf que pour ce qui est des autres régions sanitaires en dehors de celle de Libreville, Ovendo, Akanda, la problématique majeure qui se pose dans les autres départements sanitaires qui sont un maillage des régions sanitaires, c'est surtout la fonctionnalité optique générale de l'ensemble des dispensaires. Parce qu'au niveau des centres de santé urbains, nous n'avons pas de problème. Nous avons une ressource humaine de qualité. Au niveau des CHR également, nous avons tous les intrants, tous les éléments qui peuvent concourir à offrir des soins de qualité. Mais la problématique qui se pose, et c'est l'un des défis des plus hautes autorités que conduit notre ministre de la Santé, c'est de pouvoir permettre à ce que tous les dispensaires des départements soient fonctionnels. Parce qu'à l'arrière-pays, il y a également des populations qui y vivent. Parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Docteur, quand vous regardez cette importante dotation qui a été faite par le chef de l'État à l'endroit de 4 provinces, justement à destination des structures sanitaires à l'intérieur du pays. Quelles sont les problématiques qui pourront être réglées tout de suite avec ces équipements? D'abord, on remercie sur ce plateau le président de la République, chef de la transition, le général Brice Clotaire-Oligui, pour ce don important qu'il a fait à la population gabonaise. Ce don va d'abord résoudre les problèmes justement au niveau des grands centres hospitaliers de province. Je pense que sur le long terme, cette politique aussi va s'étendre au niveau des centres de santé de proximité pour que chacun des professionnels de santé exerçant dans ces différentes structures puissent avoir les moyens diagnostiques, les moyens thérapeutiques nécessaires pour pouvoir prendre d'une manière optimale en charge les patients qui vont arriver dans leur structure. Vous qui avez une longue expérience à l'intérieur du pays,
est-ce que véritablement ces équipements viennent répondre à un besoin spécifique, à un besoin qui était urgent? Oui, c'est vraiment des besoins urgents. Par exemple, vous imaginez, moi, par l'expérience, par exemple à Kangouk, on a travaillé 8 ans, on n'avait pas de moyens diagnostiques. On n'avait pas de moyens diagnostiques. On a pu faire un partenariat public-privé avec une société qui a pu offrir de l'argent pour pouvoir équiper la structure. Donc aujourd'hui, en partant, on a quand même laissé déjà une radio, on a laissé des équipements de biologie et tout qu'il reste juste à mettre en place. Donc à partir de là, je pense que le collègue qui est à ce niveau-là aura les moyens que je n'ai pas eus antérieurement pour pouvoir mieux poser les diagnostics, pour mieux prendre en charge les populations. Pour mieux prendre en charge les populations. Justement, quand même, un dernier point important avant de nous quitter, il ne reste plus beaucoup de temps. En termes de ressources humaines, est-ce que les centres de santé de proximité sont aujourd'hui pourvus en termes de ressources humaines? Oui, je peux dire qu'ils sont pourvus. Le problème dans les centres de santé de proximité, c'est un constat qu'on fait, il y a beaucoup de personnels qui ont une expérience professionnelle dans d'autres structures de niveau supérieur et qui viennent un peu dans ces centres-là pour essayer de se reposer. Ce qui fait que parfois, l'environnement n'est pas le même. L'environnement n'est pas bon, l'accueil empathie au niveau de la gestion des personnels de santé. Donc je pense qu'il faudrait renouveler ce personnel-là, former d'autres personnels et faire en sorte que certaines spécialités puissent aussi être intégrées dans le paquet minimum d'activités de ces structures, comme le fait par exemple des structures comme GLAS, qui ont des ORL, des ophtalmos et tout. Nous voulons essayer de tendre vers ça, pour essayer cette année déjà d'ouvrir un laboratoire de stomatologie, éventuellement d'ophtalmo, pour qu'il y ait un paquet minimal, optimal pour l'ensemble des patients qui viendront dans les différentes structures. Madame la directrice générale adjointe des établissements et des prestations de santé, quelle est la stratégie aujourd'hui mise en place pour doter ces centres de santé en matière de ressources humaines? Faut-il envoyer les nouveaux médecins sortis des universités dans les coins reculés ou bien faut-il envoyer des médecins expérimentés? Moi, je pense que si nous pouvons faire une lecture en termes des ressources humaines du moment, je peux dire qu'il y a une complémentarité. Parce que dans ces centres de santé où très souvent ce sont des médecins généralistes qui sont affectés, il y a ceux-là, comme vous dites, qui sont dotés d'une expérience, mais on ne devrait pas pour autant douter des compétences des nouveaux médecins. Parce qu'au cours de leur formation, il y a également une complémentarité entre la théorie et la pratique. Et maintenant, sur le terrain hospitalier, c'est toujours bien que le vétéran, le doyen, celui-là qui a un peu plus de valeur ajoutée en termes de dispensation des services de santé, puisse également accompagner, on va dire, ces nouveaux médecins, mais qui sont également pourvus, des compétences. Dernière question, vraiment au pas de course. On parle souvent d'une statistique qui permet d'apprécier un médecin pour un certain nombre de patients ou de populations. Est-ce qu'aujourd'hui, nos centres de santé de proximité répondent aux standards de l'OMS? Effectivement. Je peux répondre par l'affirmative parce que là, vous m'emmenez dans les normes en matière de ressources humaines pour ce qui est des centres de santé. Ça, c'est vraiment un grand point. Monsieur le ministre de la Santé a marqué vraiment des actions fortes depuis sa venue dans le département de la santé en disponibilisant, en permettant à ce que tous les centres de santé soient dotés des ressources humaines, notamment le personnel médical, aussi bien les médecins généralistes, je vais parler ainsi, mais également pour certains centres de santé sont également dotés de médecins spécialistes et d'un autre type de personnel médical, mais qui est à compétences limitées, c'est-à-dire les sages-femmes. Les sages-femmes. Voilà. Docteur, vous confirmez effectivement qu'aujourd'hui, nos centres de santé de proximité ont été davantage renforcés en matière de ressources humaines? Oui, je confirme ce qu'elle dit concernant la politique initiée par
mon chef, le professeur Adrien Mogougou, dans le sens d'équiper, de faire en sorte que toutes les composantes du personnel soient réellement affectées dans les structures, aussi bien à Libreville que dans les provinces, pour combler les déserts médicaux qui étaient nombreux justement dans le pays. Des efforts ont été faits. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je pense qu'il faut fidéliser ces personnels-là, parce que de nombreux personnels sont partis, mais n'ont pas toujours pris leur poste d'affectation. Je pense qu'il faudrait pouvoir trouver des mesures pour les inciter à aller dans ces endroits-là. Parce que le vrai problème, en fait, c'est que parfois, ce n'est pas qu'il manque tellement de spécialistes, c'est que la répartition parfois de ces spécialistes dans l'ensemble du territoire a été inégale. Et c'est ce que le professeur Adrien Mogougou a essayé de faire depuis qu'il est là, pour essayer de faire en sorte que tout soit réparti de manière équitable dans l'ensemble du pays. Madame la directrice générale, avant de nous quitter, cette question a été prise en compte, la répartition égale sur l'ensemble des régions sanitaires? La répartition égale en termes de ressources humaines dans notamment les centres de santé de proximité. Effectivement, j'affirme, je me range auprès des propos du docteur en disant qu'effectivement, ça fait l'objet de nombreuses réflexions au niveau de notre tutelle. Et comme je le disais tantôt, c'est une problématique qui a trouvé des solutions, parce que dans tous les centres de santé de l'ensemble des départements, de nos départements sanitaires, vous allez trouver du personnel soignant, des médecins, vous allez trouver des sages-femmes, vous allez trouver des infirmiers dans leurs différentes catégories, aussi bien les infirmiers d'État polyvalents que les infirmiers d'État ou des infirmiers assistants. Mais également, à côté de ce personnel qualifié, nous avons aussi un autre type de personnel qui apporte également sa pierre à l'édifice, c'est le personnel, les agents de la main-d'œuvre non permanente. En espérant effectivement que ce personnel qualifié ait tous les outils nécessaires pour mettre l'accent également sur l'accueil. Parce que oui, on n'a pas plus beaucoup de temps, mais on n'a pas évoqué cette question de l'accueil. L'accueil qui reste quand même l'une des préoccupations majeures des populations gabonaises. On a des personnels qualifiés, mais parfois, quand un patient arrive dans un centre de santé, eh bien, la première personne qu'il croise, c'est effectivement parfois des infirmiers ou des personnes qui sont à la réception. Améliorer également cet aspect-là pour que les usagers, pour que les populations retrouvent aussi la confiance vis-à-vis de leurs institutions sanitaires. Merci madame, merci monsieur d'avoir été des nôtres dans ce débat du 12-15. Je rappelle que nous discutions du thème quelle offre de soins de proximité, et je recevais Madame Pierrette Elvire Mendom, épouse Moutété, qui est ingénieure pour les questions de population, de développement et de santé, également directrice générale adjointe des établissements et des prestations de santé, et à côté d'elle, le docteur Bernard Bitegué, qui est médecin-chef du centre de santé de London. Le débat du 12-15, c'est déjà fini, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.